Salut à tous, salut à toutes, salut mesdames et messieurs. Aux commandes de votre émission ce soir, Ulrich Akpovo, oui, le réalisateur de ce soir. Nous sommes au 8 mai 2019 et c'est la date anniversaire d'une dame bien spéciale sur BB24, une présentatrice que vous connaissez très bien. Il s'agit de Nadège Sani. Nous allons la retrouver tout à l'heure pour le 1945, mais on lui souhaite déjà joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons 4 grands plateaux pour le grand rendez-vous de ce soir. Les détails, c'est tout de suite après la météo. Suivent depuis Ndali dans le département du Borgou. La météo, c'est une réalisation de nos collègues du montage, précisément de Christian Kenom. Alors, le grand rendez-vous reçoit ce soir un producteur de champignons, précisément Marc Sewaï. On le connaît en tant qu'aménagiste, mais là, il est là en tant que producteur de champignons. Marcel Guettaro le reçoit pour nous parler des techniques adaptées pour la production du champignon. Nature et bien-être reste dans cette même lancée et parle de l'aspect sanitaire du champignon, le champignon comestible. Quand on décide de le consommer, quelles sont les vertus, comment procéder à la conservation déjà chez nous, déjà dans nos ménages. On aura toutes les informations dans Nature et bien-être avec Yasmine Damantam et Joachim Darbou. Il est nutritionniste. Nous aurons dans Espère ce soir un invité, une dame précisément, pour nous parler du peuple Tamari dans une diversité culturelle. C'est suite à un festival organisé qui nous permet d'aller à la découverte de ce peuple riche, très riche dans sa culture. Nous aurons les détails tout à l'heure avec notre experte. Et puis, en fin d'émission, Autant Savoir se consacre ce soir au volontariat dans le domaine de la Croix-Rouge. Ce sera avec Epiphane Yelomé. Il était sur le plateau hier. Il est le secrétaire général de la Croix-Rouge. Nous aurons également ActuWeb prévu pour ce mercredi. Mais avant d'avoir tout ça, avant d'aborder tous ces sujets, nous retournons l'antenne à la rédaction, précisément à Nadège Sani, pour le menu du journal. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alondé. Joyeux anniversaire. Merci, heureuse. Vous portez très bien en ce jour? Très bien, super bien. Parfait. Quel est votre souhait à vous-même déjà en ce jour anniversaire? Heureuse, vous êtes terrible. La santé surtout et le reste viendra après. La santé surtout et le reste viendra après. On reste en prière pour vous. Alors, le menu du 1945 avec vous.
Bien sûr, heureuse, la consommation de la mangue pourrait prévenir et même guérir le cancer. Un médecin nutritionniste nous donnera plus de détails sur le sujet. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Elles peuvent être évitées si certaines précautions sont prises. Restez avec nous pour en savoir un peu plus sur le sujet. Et puis Marie-Laure Akousson est la finaliste de la phase Bénin du concours de la langue chinoise Pont vers le chinois. Elle va représenter le Bénin en juillet prochain dans la province du Hunan. Très belle information. Merci à vous, Nadège. On se retrouve tout à l'heure lorsqu'il va sonner 19h45 pour le développement de tous ces sujets. Et vous l'aviez dit dans votre menu, on parle du champion, c'est ici. La mangue, c'était de l'autre côté, mais ici, c'est le champion. Exactement. N'est-ce pas, Marcel Guettoro? On va parler de la production, précisément du champion. Bonsoir, Rose Danondé. Bonsoir. Bonsoir, mes téléspectateurs. Avant d'aborder le sujet, Oui. est-ce qu'on ne va pas proposer aux téléspectateurs de nous retrouver juste après le jingle? Exactement, pourquoi pas. D'accord. Voilà, on parle des champignons et non des champions. Une précision de Hassim Gaba de l'autre côté. Alors, Marcel, on disait donc qu'on va parler de la production des champignons avec Monsieur Marc Sewayi, un Pourquoi vous producteur. prenez le soin de préciser champignons? Ah ben, pour éviter toute confusion. D'accord, oui, comme je le disais tantôt, nous allons parler des champignons, effectivement, et nous allons beaucoup plus nous appesantir sur sa production au Bénin. Est-ce que la production du champignon est effective? Est-ce que c'est chose facile, chose aisée quand on veut se lancer dans la production de ce produit qui est à la fois animal et végétal? Nous allons en discuter tout à l'heure avec Max Sewayi, qui est producteur justement du champignon. Monsieur Sewayi, bonsoir. Et bonsoir et heureuse. Vous portez très bien. Et ça va très bien. D'accord. Alors, avant d'aborder le sujet, plus amplement, on suit cet élément réalisé par Estelle Pazou. Oui. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas.
Merci à vous, Estelle Pazou. Nous retrouvons un producteur sur ce plateau pour aborder le sujet plus amplement. Marcel. Oui, même si vous dites Yasmine, c'est pas grave. Elle va passer tout à l'heure. Vous comprenez? Yasmine, je l'appelle pratiquement... En tout cas, elle est quand même c'est assez mon binôme. présente pour qu'on ne pense pas à elle souvent. Je profite aussi pour dire joyeux anniversaire à Nadège Sani. On revient alors sur notre sujet du jour. Monsieur Mac, bon, on va y aller simple. Mac Sewaï, dites-moi, est-ce que le champignon aujourd'hui au Bénin est réellement produit? Bon, et pour produire le champignon, avant de venir là, je vais dire aux spectateurs que le champignon fait partie des végétaux à cycle court. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce que on ne voit pas comment ça pousse qu'on ne met pas dans règne végétal. Sinon, ça ne va pas être de règne végétal. Mais elle a dit tantôt végétal et Et animal. oui, bien sûr, ça dépend. Parce que si ça se déplaçait, on peut l'appeler animal. Quand ça reste sur place, on va l'appeler règne végétal. D'accord. Alors, combien de variétés de champignons nous avons au Bénin? Et vous savez, il y a des manières de production. Sinon, il y a beaucoup de variétés de champignons. Et dans les villages, par exemple, lorsqu'on finit de faire le labour, à côté de labour, des billons, on trouve des champignons qui poussent. Ça là, c'est naturellement. Et ça là, c'est naturellement, on récolte. C'est quel type de champignon ça? Et ça là qu'on appelle au conto en fond. Donc c'est champignons naturels, bon, ça n'a pas de nom en tant que tel, sinon on appelle ça ronto. Et dans le champ aussi, à des moments donnés, on voit des champignons qui poussent sur les termitières. Ça là, c'est plus géant. On les appelle en fond lissot, et c'est plus géant qu'on trouve dans la forêt et on récolte. Il y a d'autres champignons qui poussent sur les arbres. Ça là, et on l'appelle Ojohuati. J'ai l'impression que vous connaissez plus les noms en langue nationale. Oui. Sinon, c'est les noms techniques, nos populations ne pourront même pas comprendre. Non, voilà. Sinon, c'est champignons que tout le monde dit. D'accord. Et parmi les champignons aussi, il y en a de toxiques. Et quand vous touchez, ça donne un peu de poussière. Et ça, là, c'est un peu noirâtre. C'est ça la troisième variété. Troisième variété. Quand vous touchez ça, là, ça donne un peu de poussière, c'est noirâtre. Ce qu'on a là déjà, ce que le réalisateur nous envoie, à vue d'œil, est-ce qu'on peut dire le type de champignon que c'est? Ça, c'est le champignon qu'on a, c'est ce qu'on a produit artificiel, c'est ce qu'on a produit ça. C'est ça, quand vous parlez de production de champignons, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Et la production du champignon, justement, se passe comment? Là, on a vu des champignons produits dans des... Oui, dans des serres. C'est hors sol. Hors sol. Et est-ce qu'en dehors du hors sol, il y a d'autres techniques de production de façon générale? Et tout d'abord, champignon, ça pousse là où il y a un peu des ordures. Si vous pouvez regrouper des ordures quelque part, à des moments donnés, champignon pousse sur les ordures, naturellement. Ordures ou taro? Ou terreau, voilà. Bon, terreau, c'est la décomposition des ordures qu'on appelle terreau. Mais sur les ordures même. Sur les ordures même, ça pousse parce que quand les ordures se décomposent un peu en terreau, parce que c'est décomposition des ordures qui donnent terreau. Ou bien, vous savez ça. En quelque sorte, c'est des terres riches. Terres riches. Voilà. Maintenant, pour produire réellement de champignons, il y a des choses à trouver. Là maintenant, eux, ils ont trouvé des débris végétaux. Les débris végétaux, on peut trouver aussi des débris d'animaux. Mais débris végétaux, ça donne plus que des débris d'animaux. Est-ce que vous voyez? Et souvent, on cherche des rafles de maïs ou bien des rafles de palmier à huile. Lorsqu'on finit de récolter la noire de palme, et on regroupe les rafles, les rafles quelque part, et on arrose. Quand vous arrosez, et une semaine après, voire 2 semaines, ça commence par germer des champignons. Maintenant, les champignons, il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Voilà, actuellement, ce n'est pas de graines, c'est des germes. Ce n'est pas de graines. On appelle ça germe parce que c'est comme être vivant façon en attente
Et quand vous aspergez, au milieu, vous arrosez, ça va pousser. Ce n'est pas des graines comme des graines de maïs. Non, c'est des gemmes. C'est des gemmes qu'on vend dans les supermarchés. Et c'est dans les enveloppes. Et quand vous mettez sur les rafles de maïs ou bien des rafles de palmier à huile, quelques temps après, vous arrosez, ça pousse. Et au plus 45 jours, vous avez déjà votre... que ce soit la production technique... dure 45 jours. Oui, et on a 45 déjà jours, des vous avez déjà champions des consommables. Que ce soit hors sol ou à terre, hein? Hors C'est sol la même ou à procédure. terre. Oui, même procédure. Mais c'est maintenant hors sol, parce que à des moments donnés, les gens n'ont pas de terre. Hein? Vous avez une maison, par exemple, vous avez construit une maison, vous avez fait de raies. Sur la maison étage, vous pouvez faire maintenant culture de champignons. Il suffit que la condition soit un peu favorable, ça va pousser. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et quand vous produisez, il y a le stockage aussi qui crée des problèmes. Il faut stocker dans des conditions données. Donc, il faut produire, maintenant le stockage, il faut sécher. Avant de venir au stockage, au niveau de la production toujours, quels sont les autres éléments qui rentrent dans le bien-être, ou bien, bon, pas bien-être, j'ai dit dans le bon développement de la production du champignon? Et éléments qui rentrent dans la production, parce que je viens de souligner que c'est un être vivant. Et c'est règne végétal. Il faut arroser. Elle a quelque chose comme arrosoir façon, c'est pulvérisateur qu'on appelle ça là. Donc, il faut savoir arroser. Voilà. On n'arrose pas avec l'eau. Non, Donc, quand moi je voyais le matériel, je me disais, c'est quoi, les champignons n'ont pas besoin d'assez d'eau? Non, ça n'a pas besoin d'assez d'eau. Si vous arrosez trop, il y aura ce qu'on appelle lessivage bilatéral. C'est ça, hein? Voilà. C'est pour ça qu'elle est en train d'arroser. Avec un appareil, comme on traite, on fait le traitement pour pour les insectes. Oui, donc ça a besoin de l'eau un peu. Et il faut régler l'écosystème. L'écosystème, si le soleil pénètre trop, ça va faire griller. Parce que quand les champignons poussent, trop de soleil, ça se fade. Parce que ça a un cycle végétal très court. Donc ça, c'est trop de soleil. Et c'est pour cela que c'est les matins de bonheur que les petits vont dans les champs pour récolter les champignons dans la brousse. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous dis que le champignon peut pousser à sol nuit. Après avoir fait les bions, ça pousse à côté des bions. Ça pousse maintenant sur les bois en décomposition. Est-ce que vous voyez? Quand vous déposez aussi des déchets, et c'est en décomposition, les champignons poussent. Permettez, Marcel, j'ai vu dans l'image que la dame a fait sa production hors sol carrément dans une chambre, un enclos. C'est ce qu'il faut faire. Il faut couvrir carrément le cadre pour éviter la filtration. Parce qu'il faut fermentation d'abord. Si il y a la fermentation, ça active la germination. C'est comme des êtres vivants en attente. Quand il y a ces fermentés, c'est lorsque c'est fermenté que quand vous trempez un peu les graines de maïs, quelque part, si c'est fermenté, ça pousse rapidement. C'est le même cas. Donc si ça trouve un peu moins de soleil, et ça se serait fermenté pour que ça pousse rapidement. Alors, à vous entendre parler, on a tendance à croire que le champignon n'a pas besoin d'un type de sol spécifique pour quand même être cultivé ou être produit. Alors, au Bénin, est-ce que la production du champignon est réellement chose facile et est-ce que les gens produisent réellement le champignon? Est-ce qu'on en a assez de producteurs? Est-ce qu'on a assez de producteurs de champignons au Bénin? Il n'y a pas assez de producteurs. Sinon, la chose est facile à faire. C'est manque d'information. C'est manque d'information. La dame vient de souligner que pour s'engager dans une entreprise, il faut être fou. Est-ce que vous voyez? Il faut commencer. Sinon, moi je produis. Il y a une ONG vers Tocan qui produit aussi de champignons. Alors les gens ont besoin de ça sur le terrain. C'est manque d'information. Oui, c'est un terrain à explorer. Oui, pas les jeunes en chômage. Oui, ça demande peu d'espace et puis après on récolte assez de choses. Il faut retenir trois choses: peu d'espace, peu de temps et aussi peu de moyens. Oui, peu de moyens. Parce que celui qui produit champignons peut faire autre activité. C'est ça. Oui. On va sûrement revenir sur cette histoire de champignons-là, peut-être la commercialisation, parce qu'une fois la production terminée, il faut commercialiser. On va voir aussi
d'ici peut-être demain. Et quand la commercialisation, l'étape de commercialisation est passée, il faut consommer. Bien sûr, bien sûr. On va aborder la consommation tout de suite même. Je vous dis merci déjà pour être arrivé sur ce plateau. Oui. Et merci également aux amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. Vous tenez à les remercier. On vous a donné le temps pour les remercier. Maintenant, vous pouvez parler de la commercialisation. Demain ou... Demain, d'accord, parfait. On va rester câblé parce que là, c'est très intéressant. Je veux bien m'investir dans l'affaire là. Hein. Oui. Ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup, oui. Merci beaucoup, monsieur. Je comprends, si l'aménagiste devient un producteur de champignons, il faut aller chercher les raisons. Alors, mesdames et messieurs, après la production, demain, on va parler de la commercialisation, mais avant... Yasmine Damanta nous propose de parler des vertus des champignons comestibles. Nature et bien-être, c'est tout de suite. Nous sommes avec Yasmine Damanta et Joachim Dabour. Il est nutritionniste. Monsieur Dabour, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi pour l'invitation. C'est un plaisir. Yasmine. La plus heureuse des heureuses. La plus Yasmine des Yasmine. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, on parle de la commercialisation, non, de la consommation précisément des champignons comestibles. Parce que tout n'est pas comestible, vous allez nous dire. Justement. Pas moi, mais juste le spécialiste, le nutritionniste diététicien va nous en parler. Donc, Monsieur Darbour, bonsoir. Bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir également. Alors, dites-nous déjà, hein, c'est quoi la différence, comment différencier les champignons vénéreux des champignons comestibles? En fait, pour cela, il faut vraiment s'y connaître. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui travaillent dans le domaine pour pouvoir faire cette différenciation-là. Parce que les champignons, il y en a plusieurs espèces. Oui, vous avez suivi tantôt le producteur. Le producteur. Donc, il y en a plusieurs espèces. Heureusement, la chance que nous avons, c'est que nous avons des chercheurs de nos universités nationales qui, en partenariat avec le Royaume de Belgique, ont quand même fait un guide illustré des différentes variétés de champignons sur Internet, de différentes variétés de champignons que vous retrouvez au Bénin, avec les répartitions dans les zones. Donc, grâce à ce guide, vous pouvez savoir à quel champignon est comestible et quel champignon ne l'est pas. Donc, à vue d'œil, ce n'est pas possible. À vue d'œil, si vous n'êtes pas un connaisseur, vous ne pouvez pas à vue d'œil savoir. Parce que les champignons, déjà, il y en a de plusieurs formes. Ce qu'on a l'habitude de voir sur les télévisions, c'est celui qui a le chapeau avec le pied. Ce qu'on a eu tantôt, on aura encore les images tout à l'heure. Vous avez d'autres qui sont sous forme d'étoiles, vous avez d'autres qui sont sous forme de mousse. Donc, il y a différentes formes de champignons qui existent. Donc, à travers tout ça, il faut vraiment s'y connaître pour savoir lesquels sont comestibles, lesquels ne le sont pas. Voilà, différentes formes, différentes couleurs qu'on nous présente déjà. Mais déjà, est-ce que ces différents types de champignons comestibles sont tous aussi mangeables? Non, attendez. Oui. Le nutritionniste nous dira, oui. Champignons sont tous aussi comestibles. Oui, voilà. Parce que dans les champignons, on a ceux qu'on considère comme comestibles et ceux qu'on considère comme non comestibles. En fait, ceux qui sont les vénéneux. Maintenant, au sein des comestibles, ils ne sont pas tous tolérés dans l'alimentation à cause de certaines caractéristiques, le goût, la saveur lorsqu'on les prépare. Donc, au sein de ceux qui sont comestibles encore, il y a une sous-catégorie qui sont utilisés juste pour la cuisine et les autres non. Mais alors, de ceux qui sont utilisés pour la cuisine déjà, quelles sont leurs valeurs nutritives? Alors, le champignon, c'est quelque chose qui est quand même assez riche. Vous avez à la fois dedans des glucides, vous avez très peu de lipides, vous avez un peu de protéines, vous avez des vitamines du complexe B, donc B1, B2, B3, parfois vous aurez de la B12 dedans. Vous avez assez de vitamine C, ce qui est intéressant. Et ce qui est super dedans, c'est que vous avez aussi des minéraux. Donc vous aurez du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, du cuivre. C'est bien d'en consommer, mais est-ce qu'il faut en consommer à foison au point de le remplacer la viande par le champignon? C'est possible de remplacer la viande par le champignon, mais dans une moindre mesure. Pourquoi? Parce qu'au sein des champignons, ils ont chacun une digestibilité différente. Alors, la digestibilité, c'est la capacité que l'organisme aura de puiser les nutriments qui sont dans le champignon. Donc, ça fait que, malgré la richesse du champignon, votre organisme ne peut jamais tout absorber. Donc, une fois en passant, si vous êtes dans une circonstance où vous n'avez pas de poisson, vous n'avez pas de viande, vous pouvez remplacer cela par le champignon. Mais le champignon est plus un accompagnateur dans les repas. Vous faites une omelette, vous ajoutez du champignon.
Vous faites une sauce, vous ajoutez du champignon. Parce que c'est ce qu'on entend souvent chez les végétariens, qu'ils m'excusent, mais le champignon remplace valablement chez eux la viande. Oui, en théorie, c'est valable. Mais du côté quantitatif, il faut aller voir, est-ce que réellement l'apport en champignons arrive à compenser. Non, mais combien comme ça on peut consommer un seul champignon, c'est bon déjà, ou il faut en consommer en quantité, ou il y a une quantité donnée à consommer? À ça, je ne peux pas vous dire. Comme je vous l'ai dit, chaque champignon a sa composition personnalisée. Donc, par rapport aux champignons, vous pourrez consommer peut-être 2 ou 3. D'autres, vous pourrez aller jusqu'à 4. Mais est-ce qu'on peut en consommer en fonction du type de personne, en fonction de la maladie dont vous souffrez? Bon, le champignon n'a pas une spécificité par rapport à la maladie. Il a une composition comme un aliment. Maintenant, dans des cas spécifiques, on peut peut-être, à cause de certaines choses, par exemple, si quelqu'un qui a une insuffisance rénale, si on suspecte qu'il a un problème avec les minéraux qu'il doit apporter, là, on va vraiment faire attention à tout ce qui apporte trop de minéraux, parce que son rein ne peut plus les éliminer facilement. Donc, on va surveiller le magnésium, on va surveiller le potassium. D'après nos recherches, on s'est dit qu'il est riche en vitamine B et sa consommation faciliterait la digestion et qu'il protège également contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Vous en dites quoi? Oui, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai et c'est vrai pour la plupart des aliments. Vous prenez la vitamine C, c'est un antioxydant. Un antioxydant protège contre le cancer. Vous prenez les vitamines B1, B2, B3, ça permet la production d'énergie et beaucoup de choses derrière. Donc, rien qu'avec un seul nutriment, on peut attribuer une vertu à un aliment. Donc, si on prend la vitamine C, le citron, l'orange, il y a de la vitamine C dedans. Donc, ça protège contre les cancers. Donc, cela ne fait pas du champignon une particularité. Non, le champignon n'est pas une particularité, mais c'est un bon aliment. C'est un bon aliment. Ah ben, j'ai vu une image tout de suite, là, le réalisateur nous envoie. Je ne sais pas si c'est frit. Je veux bien savoir comment. C'est séché. Il y a plusieurs manières de conserver. Justement, voilà, comment déjà conserver on aborde d'abord la conservation. Comment conserver les champignons? Les champignons, bien, ça dépend déjà de comment vous les avez achetés. Parce qu'on les achète. On les achète le plus souvent. Oui. Donc, si on vous l'a déjà séché, c'est bon. Quand c'est séché, ça dure plus longtemps. Si on vous l'a vendu frais, ça veut dire que là, vous allez devoir garder au réfrigérateur 3-4 jours maximum. Ou manger ça dans les plus brefs délais. Mais comment ça se fait? Dès qu'on me donne ça frais, comme la dame l'a fait tout à l'heure, elle a accueilli. Donc, quand je le prends comme ça, je le mets dans le frigo directement ou je dois nettoyer? Comment ça se fait? Vous nettoyez. Maintenant, vous nettoyez. Il n'est pas recommandé de faire un nettoyage comme on a l'habitude de faire, rincer à l'eau. Non, ce n'est pas recommandé. Parce que le champignon risque d'absorber l'eau et les microbes risquent de pénétrer le champignon. Donc, il faut la production est facile, j'ai compris tantôt, mais la consommation est compliquée. Voilà, donc là, il est recommandé d'utiliser une petite brosse pour brosser juste le champignon. Une brosse à dents ou il y a une brosse spécifique? Ah non, je ne sais pas de brosse spécifique. Une brosse à dents. Il faut brosser. Il faut brosser un peu ou utiliser un linge très légèrement humide pour nettoyer. D'accord. Là, il faut de la délicatesse. Oui, il faut de la délicatesse. Bon, il n'est pas fragile. Mais bon, vous nettoyez ça. Et puis, lors de la cuisson, vous prendrez le temps de... Voilà. Et par rapport même à la cuisson, comment consommer? Quels sont ces types de transformations pour la consommation? J'ai vu tantôt, vous aviez dit sécher. On peut manger ça séché comme ça, tranquillement, sans mettre ça au feu? Non, vous allez cuire. Vous allez le cuire forcément avant de le consommer. On est dans un pays où il faut se méfier des microbes. Donc, il faut forcément faire passer ça au feu pour s'assurer vraiment qu'on a un nombre de microbes limité, vraiment limité là-dedans avant de le consommer. Donc là, une fois que c'est cuit, il y a plusieurs préparations. Ça peut être fait en soupe, vous pouvez ajouter à la sauce. Mais quelle est la préparation qui vraiment nous permet de garantir ou de conserver tous ces apports nutritifs? Vous faites une cuisson, tout simplement. Une cuisson, tout simplement. Voilà une soupe qu'on nous présente là déjà. Il y a plusieurs soupes, hein? Oui, il y a plusieurs soupes. Il y a beaucoup de recettes à base de champignons. Mais juste qu'il ne faut pas tellement consommer, il faut savoir consommer. Bon, il n'y a pas vraiment de risque avec le champignon. Vous en consommez comme vous voulez. Comme on veut. D'accord. Mais c'est bon pour les enfants, une nourriture à donner aux enfants, aux tout petits? Aux tout petits, ça dépend des tout petits. Ça dépend des tout petits. S'il a l'âge de manger le plat familial, c'est-à-dire qu'il a déjà 1 an, c'est bon. On peut l'initier aux champignons petit à petit.
Parce que c'est aussi ça, c'est une affaire d'initier les gens. Ceux qui Parce n'en qu'il ont faut jamais mastiquer ça. consommé, ça va toujours être difficile pour eux de commencer à consommer ça. Donc il faut habituer les gens petit à petit à consommer les champignons. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Heureuse d'annoncer. c'est difficile pour vous, parce que c'est un aliment. Et pourquoi c'est Est-ce que l'enfant pourra marcher comme vous? Et s'il a Ah, bien c'est de dur. sa mère? J'en ai jamais consommé comme ça. Voilà, donc, On va faire le programme pour aller manger ça, Heureuse. moi, pour avoir essayé, c'est Oui. quand quelque chose, vous n'êtes pas habitué, au premier abord, vous ne vous sentez pas tellement à l'aise avec. l'aise. Mais à force, vous allez De vous manger, habituer. oui. Oui. D'accord, merci beaucoup, hein, merci et décidément, je vois Mais Marcel, je heureuse, dis moi, je garde Yasmine. toujours heureuse d'annoncer. Merci, amis téléspectateurs. Merci, Dabous Joachim. Merci beaucoup d'avoir répondu également à notre appel. On rappelle déjà aux téléspectateurs que le champignon, on peut le consommer quand on veut, comme on veut, juste qu'il faut préparer avant de manger pour éviter... Il faut bien cuire cela avant de Avant de manger. manger. Et moi, je retiens juste que la production du champignon, c'est facile, c'est bien. Mais comme le dit mon thème du jour, la consommation, quand on décide de le consommer le champignon, c'est compliqué. Il faut un tout petit peu. C'est déjà compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Merci pour le choix du sujet. Hein. Yasmine et Marcel, vous nous avez fait découvrir le champignon. C'est très intéressant. Ce qui nous reste maintenant, mesdames et messieurs, avant le journal, c'est l'Espère. Merci à vous, ma chef d'édition. Non, c'est pas Yasmine, hein, Montréalo. C'est ma chef d'édition, Jennifer Sativi, qui m'informe. C'est l'Espère qu'on reçoit tout de suite. Nous sommes avec, je dirais, les bêtes à Maribé. Ce soir, précisément, M. Justin Nata, il est du milieu, mais il a beaucoup plus fait des recherches sur ce peuple-là. On dit peuple Otamari, peuple Tamari, il y a tellement de choses sur le dit Tamari là même. Je veux avoir les précisions avec vous, M. Justin. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame, merci. C'est un plaisir de faire découvrir ce peuple et sa culture aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Le peuple Otamari, la langue d'Itamari. Ok, le peuple Otamari. Bon, j'ai une chef là, Karamata Guatao, qui sourit parce qu'on a mené un débat là-dessus. Tantôt, le peuple Otamari. Exactement. La langue d'Itamari. La langue d'Itamari. Maintenant, le Tamari, c'est quoi? C'est la culture? Le Tamari, c'est la culture. Okay. C'est tout ce qui englobe la façon de vivre, la civilisation Tamari. Wow. Bon, pour faire simple, on peut dire la culture Otamari aussi. C'est accepté. Et je crois même que c'est beaucoup plus élégant. Élégant, n'est-ce pas? Exactement, oui. D'accord, donc on lève tout équivoque. Hein? On parle du peuple Otamari, de la culture Otamari ou Tamari, mais la langue, c'est le Ditamari. C'est le Ditamari. Et les populations sont les Bétamaribé. Exactement. Vous maîtrisez parfaitement. Le singulier, c'est Otamari. Le pluriel, c'est Bétamaribé. Wow. Et la langue, bien sûr, c'est Ditamari. C'est Ditamari. Exactement. Tout est pluriel diversifié chez vous, hein? Non, pas tout, parce qu'il y a toujours le singulier. N'est-ce pas? Naturellement. Alors, lorsqu'on parle du peuple Otamari, quelle est votre particularité? Comment on le reconnaît? Le peuple Otamari, disons que géographiquement, c'est un peuple béninois. Il est enseigné dans des écoles primaires que c'est un peuple autochtone du Bénin. Mais à écouter la tradition orale et les recherches scientifiques engagées sur ce peuple-là montrent que c'est un peuple qui serait venu du Burkina Faso actuel. Parce que la tradition orale affirme que c'est un peuple qui vient de Dinaba. Sauf que de façon scientifique, ce lieu n'est pas encore identifié actuellement. Ah, je voulais connaître géographiquement parlant là où ça se situe. Géographiquement, nous ne pouvons pas dire. Mais nous pouvons faire des hypothèses et dire que sûrement, Dinaba devrait se trouver au Burkina Faso. Et puis, il y a une ressemblance avec le Moro Naba, qui est le roi des Mossi au Burkina Faso. Donc, vraisemblablement, c'est un peuple qui descend des Mossi et qui a émigré au Bénin actuel et qui
vit actuellement dans les communes de Bukombe en grande majorité, une grande partie de la commune de Natitengu, de Tukuntuna, un peu de Tangueta et de Kobli. Et puis ce peuple-là aujourd'hui a immigré pour être aujourd'hui dans les départements du Bénin, le Borgou, la Donga, sinon, la Libori, ils sont beaucoup les plus Collines. dans la Takora. Dans la Takora nord-ouest, c'est là où se trouve vraiment ce peuple-là, où le territoire se définit comme le Kutamariko, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire le territoire peuplé par les Beta-Maribé. Décidément. Il y a des préfixes à tout chez vous. Hein? Oui, exactement. C'est une langue qui a sa préfixe. particularité, qui est riche comme ça. C'est comme ça que la langue se trouve. Donc, c'est une langue qui met de préfixes à plusieurs noms. À plusieurs noms. Oui. Mais est-ce que le peuple ou je dirais un Otamari, voilà, est-ce qu'un Otamari peut facilement être reconnu dans une foule? Est-ce que vous avez des distinctions? Oui, naturellement. Le peuple Otamari, comme d'ailleurs tous les autres peuples auparavant, avait des signes distinctifs. En m'observant, là, vous allez trouver que j'ai des cicatrices. Oui. Tous les peuples, tous les Beta-Maribé ont des cicatrices, mais différents. Différents parce que les populations Beta-Maribé de Bukombe n'ont pas les mêmes cicatrices que moi. Vous savez quoi, le réalisateur cherche à voir les cicatrices, mais chez vous, j'ai compris que c'est déjà, ça s'estompe beaucoup plus. Ah bon, c'est possible. Bon, c'est possible, ça m'étonne quand même. Ce n'est pas aussi visible qu'ailleurs. Mais chez certaines personnes, c'est très visible. Très visible, oui. Donc, à Bukombe, vous n'allez pas trouver les mêmes cicatrices que j'ai. Mais quand bien même, administrativement, je suis de la commune de Bukombe. Oui. Alors, du côté de Natitengu, vous allez trouver ces cicatrices-là que tout le monde porte. Vous allez voir également les peuples voisins, surtout les Wama, qui ont des cicatrices semblables à ceux des Beta-Maribé, mais qui ne sont pas exactement qui n'ont pas exactement la même forme. La même forme. Mais le caractère distinctif et remarquable de ce peuple, c'est surtout son habitation, qu'on appelle communément le Tata Somba, qui est une habitation particulière. Sa particularité a fait même que... C'est, je dirais, le choix de beaucoup de chercheurs, travailler sur ça, présenter cela, c'est particulier, c'est spécial en fait. Oui, c'est spécial du point de vue de l'architecture, du point de vue de la géométrie, mais il y a une dimension qui n'est pas encore explorée jusqu'à aujourd'hui sur le Tata, c'est la dimension philosophique et spirituelle de cette habitation. Philosophique et même spirituelle. Et même spirituelle. Vous en savez quelque chose? Vous pouvez peu partager naturellement, cela avec un nous? tout petit peu, quelques brides d'informations. C'est que l'habitation au Tamari appelée Tachienta Anditamari, ou le Tata Somba, comme il est bien connu sur le plan national et international, c'est une habitation qui regroupe non seulement les vivants, mais les morts, les divinités et les animaux à l'intérieur d'un même espace. C'est aussi vaste à l'intérieur? C'est aussi vaste et tout le monde a sa place à l'intérieur. Wow. Ben oui. Et du point de vue de la pratique, du point de vue des pratiques économiques, je voudrais parler de l'agriculture et de l'élevage, l'étable est au-dessous du Tata. Puis les hommes vivent en dessus du Tata, parce que c'est étagé. Donc le dessus est fait pour les hommes, mais le dessous est fait pour les animaux. Voilà déjà ce qu'on appelle les tatas. Voilà, très bien. Les bœufs, on les place à l'intérieur, les caprins, les ovins, et puis la volaille également a sa place à l'intérieur. Et puis vous avez également les divinités qui sont représentées, vous avez les hommes vivants qui sont représentés, vous avez les hommes décédés qui sont aussi représentés. Donc au-delà de cette dimension spirituelle, au-delà de cette dimension architecturale qui attire le visiteur, il y a également cette dimension spirituelle et j'allais dire culturelle que véhicule cette habitation-là. D'accord, ben, il n'y a pas que l'habitation, il y a également d'autres cérémonies que vous faites. Il y a cette particularité-là. Déjà, chez le jeune garçon, je sais que la circoncision se fait d'une manière bien particulière. Il y a un certain nombre de choses. Parlez-nous de cette diversité culturelle. Oui, le peuple Otamari est constitué de plusieurs clans.
Ces clans-là ont des cérémonies qui diffèrent d'un clan à un autre. C'est l'un des clans Otamari qui pratique la circoncision. C'est pas tout le peuple Otamari qui pratique la circoncision. Alors, mais ce qui est commun, c'est que tous les jeunes Otamari ont des cérémonies d'initiation, qu'ils soient garçons ou filles. Et pendant ces cérémonies, ils exécutent des danses. Ces danses-là sont très variées et elles interviennent à des étapes données de leur vie. Quand vous êtes adolescent, il y a des danses que vous exécutez. Quand vous êtes jeune, il y en a que vous exécutez. Quand vous devenez adulte, il y en a que vous exécutez. Et il y en a, quand vous vieillissez, que vous exécutez naturellement. Alors, à chaque âge, c'est tellement bien organisé, c'est tellement bien disposé que la société est une société de classe d'âge. C'est vrai, la particularité de ce peuple, c'est qu'il n'y a pas de roi. Non, nous, on n'a pas de roi. En milieu Otamari, on n'a pas de roi. Tout le monde gouverne? Tout le monde ne gouverne pas, sauf que le roi matériel n'existe pas. Vous ne le verrez pas avec une habitation particulière, avec des accoutrements particuliers, sauf qu'il existe, mais il est diffus. On ne le reconnaît qu'au moment où il doit exercer sa fonction. C'est en ce moment qu'il se part de ses attributs et exécute la mission que lui a confié les ancêtres et toute la communauté. Et après cela, il devient citoyen comme tout le monde. Et il vit exactement comme tout le monde. Il reçoit les plaintes, il juge, il apprécie, il officie. Mais en dehors de sa fonction, il est citoyen lambda comme tout le monde. Comme tout le monde. Franchement, c'est très intéressant et vous êtes bien dense dans le domaine. Vous avez fait des recherches, je l'ai dit tantôt. Je ne sais pas si on peut vous avoir peut-être avec Jennifer dans Horizon Culture pour parler encore de la culture de ce peuple-là. Mais je sais quand même que déjà demain, il y a un festival organisé pour déjà présenter la culture Otamari, la culture Tamari, aux Béninois et aux touristes. Et tout. On va essayer de vous avoir les fois à venir parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, est tiré à sa fin. Merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. C'est vrai, à partir de demain jusqu'au 12, commence le Festival des arts et de la culture Tamari, qui est à sa 5e édition. Cette fois-ci, c'est à Boukombe, le chef-lieu, le lieu, disons, de départ du peuple Otamari pour s'aimer dans tout le Bénin. Au programme, il y a on ne va pas aborder tout ça parce que vous n'êtes pas venu pour nous présenter le programme. On va vous envoyer à la direction des relations publiques. Là, ce sera plus officiel. Je voudrais juste dire très rapidement qu'il serait intéressant pour ceux qui peuvent d'y aller parce que il y a des sorties touristiques qui sont assez intéressantes. Vous pouvez découvrir par exemple le Tata Somba dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez également aujourd'hui l'aménagement et le bitumage de la route Natitengo-Boukombe, qui est une merveille, qui traverse des paysages pittoresques. Franchement, j'ai fait la découverte et j'étais fascinée. On va vous avoir. De dire quand même aux gens. Et puis le folklore, attention. Et puis la musique d'inspiration traditionnelle. On aura tout ça. Elle sera très intéressante. N'est-ce pas, au cours du festival. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas fini, mais vous parliez tout à l'heure des champignons. Il y a une alimentation, il y a un mets qui est typiquement Otamari, qui sort de Boukombe, c'est le fonio. Il sera là en grande quantité, il y aura la gastronomie. Alors là, je crois que mille regrets à ceux qui seraient absents. Si on dit tout de suite, on ne pourra plus rien dire dans Horizon Culture demain. C'est mieux de s'en arrêter là. Merci à vous, monsieur Justin et Nata. Vous êtes Otamari. Je suis Otamari. Voilà, vous êtes Otamari. Vous avez fait également des recherches sur cette langue-là, le Ditamari. Mesdames et messieurs, c'est l'heure. Eh oui, il est 19h45. On va retourner l'antenne à Nadège Sani, qui s'impatiente d'ailleurs pour nous présenter le journal. Nadège, vous avez l'antenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Vous l'ignorez peut-être, la consommation élevée de fruits et de légumes diminuerait le risque de certains cancers. La mangue serait même l'ennemi du cancer. Elle prévient et pourrait le guérir. Un spécialiste nous éclaire.
Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Selon les spécialistes, il est important de prendre soin de son cœur. 18e édition de la phase Bénin du concours de la langue chinoise. Marie-Laure Akousson ravit la vedette à ses concurrents et se qualifie pour la phase finale prévue en juillet prochain dans la province chinoise du Hunan. La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée et juteuse est une bonne source de fibres et de vitamine C. Elle aurait un potentiel anti-cancer, notamment grâce à son contenu en antioxydants. Sa consommation guérit plusieurs maladies et surtout prévient du cancer, nous dit Félix Sonon, médecin nutritionniste. Il est interrogé par Césaire Achadé et Baudelaire Kanchidi. Quand vous consommez suffisamment de la mangue, vous avez l'avantage donc de vous prémunir des maladies cancéreuses. Parce que la mangue, en dehors de la vitamine C que ça contient, la mangue contient également des antioxydants qui jouent un rôle important dans la lutte contre les radicaux libres qui sont les déclencheurs donc, de processus tumoral. Donc, nous pouvons dire qu'en consommant la mangue, nous avons beaucoup à gagner dans la prévention contre le cancer. Mais en dehors de ça, nous pouvons aussi signaler que la consommation de la mangue aide la digestion par sa composition en fibres qui aide cette digestion. Vous savez, la mangue a une forte capacité de libido parce que la mangue est riche en vitamine E. Et cette vitamine E essaie donc de jouer sur la régulation des hormones et cela permet donc de stimuler, de donner de l'appétit sexuel. En dehors de ça, nous pouvons aussi citer la santé de l'œil que nous pouvons gagner en consommant de la mangue. Vous savez, la mangue contient une forte proportion en vitamine A dans l'ordre de 25% et cette vitamine A joue un rôle important dans l'amélioration de la vision, surtout la vision crépusculaire et surtout la sécheresse de l'œil. Autant de situations qui peut banalement rendre les yeux malades. En dehors de ça, nous pouvons aussi citer, entre autres avantages, en consommant par exemple de la mangue, c'est que nous pouvons aussi, si on veut diminuer un peu de poids, ça peut nous aider à perdre un peu de poids. Les maladies cardiovasculaires constituent, selon l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de décès dans le monde. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son cœur. Comment reconnaître les maladies liées au cœur et comment arriver à les prévenir? Les réponses dans ce reportage signé Heureuse Danondé. Il y a de temps en temps que j'ai des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire peuvent se manifester par les palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, le travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle.
Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Pont vers le chinois, c'est le nom du concours de la langue chinoise organisé par l'ambassade de Chine. Sur la centaine de candidats ayant participé aux préliminaires de la zone en Bénin, seulement 6 candidats ont été présélectionnés. Dans la soirée du samedi dernier, Marie-Laure Akouson a séduit le jury. Elle a été qualifiée pour la 18e édition. Edmond Humbo, Rebecca Adjinako. Marie-Laure Akouson, c'est elle la lauréate du concours de la langue chinoise. Elle s'est distinguée parmi plus de 7000 postulants et se place ainsi en tête des 6 présélectionnés pour la finale zone Bénin. Je remercie mes professeurs, je remercie tous mes camarades, mes parents et tous ceux qui se sont déplacés ici. Je remercie spécialement ma prof dans l'Arche et je remercie tous les profs de l'Institut Confucius. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre le Bénin. Avec cette initiative qui est à sa 18e édition, c'est la distance Bénin-Chine qui se rétrécit de plus en plus. Le but de ce concours, c'est pour la vulgarisation et la promotion de l'apprentissage de la langue chinoise et puis aussi la culture chinoise. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, ils se sont exprimés en chinois et puis aussi il fait une démonstration de tous ces talents avec tous la danse, les chants ou bien les paroles en chinois. Une langue est la porte d'entrée dans une civilisation, c'est la porte d'entrée chez un peuple avec lequel on veut se lier d'amitié. Ceux qui vont compétir aujourd'hui ont déjà franchi le pas et ils vont donc amener leur langue nationale vers les Chinois. De même qu'ils vont maintenant amener le chinois vers leur langue. C'est pour ça que je trouve judicieux le titre qui a été donné à ce concours, Pont vers le chinois, mais c'est aussi le pont vers la Chine. La phase nationale ainsi franchie, l'étape la plus éprouvante programmée pour le mois de juillet en Chine à Pékin sera celle décisive. Les lauréats de chaque pays devront alors concourir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Du courage donc à Marie-Laure Akouson qui porte en Chine le drapeau béninois.
Hors de nos frontières, l'association Couleur de Vie soutient les enfants atteints du cancer. À travers ses soutiens financiers, cette association de femmes entend aider les hôpitaux et les parents dans la prise en charge des patients. Le reportage de nos confrères de la RTB. C'est une visite pour constater l'évolution des soins des enfants atteints de cancer à l'hôpital Yalagda Ouedraogo. Cette initiative est de l'association Couleur de Vie qui entend ainsi apporter son soutien aux enfants atteints de cette maladie. Elle offre une enveloppe de plus de 3 500 000 francs CFA pour venir en aide aux parents de ces enfants qui sont le plus souvent démunis. Il y a 2 ans, nous avons décidé d'organiser annuellement une soirée caritative éducative pour rassembler les femmes et pouvoir les sensibiliser sur les maladies infantiles. L'année dernière, nous avons travaillé avec les enfants atteints du Noma et cette année, on s'est penché plus sur les enfants atteints du cancer parce que c'est un mal qui prend de l'ampleur. Pour le personnel soignant de l'hôpital, cette aide est la bienvenue dans la prise en charge des patients au regard des difficultés rencontrées dans le traitement de cette pathologie. Les patients consultent assez tard. Donc je profite de lancer en même temps un appel aux parents pour qu'ils viennent consulter au plus tôt quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui enfle sur le corps de l'enfant et qui est anormal, qu'ils aient vraiment la curiosité de consulter très tôt parce que ça peut être un cancer. Donc la deuxième difficulté vient du fait que présentement les enfants sont pris en charge à Charles de Gaulle et à Yalgado. Mais il n'y a pas de structure spécifique pour prendre ces enfants en charge. Ils sont dans les services de pédiatrie générale, donc avec tous les autres enfants, alors qu'ils sont très vulnérables compte tenu de leur maladie et des traitements qu'ils reçoivent. Depuis le début de l'année, plus de 70 enfants atteints de cancer ont été pris en charge à l'hôpital Yalagda Ouedraogo et à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, selon les responsables de la santé. Le Kenya a réduit ses importations d'électricité de 43% et la production d'électricité à partir de centrales thermiques de 39% en 2018. Cette performance est le fruit de la combinaison d'une bonne pluviométrie et de l'accroissement des capacités installées d'éoliennes et de solaire. En effet, au cours de l'année écoulée, la production d'électricité par les barrages du pays a cru de 43,6%. Au total, le pays a produit 86% de son électricité grâce à des sources renouvelables d'énergie. Ce mix d'énergie propre était principalement composé de géothermie, 46%, et d'hydroélectricité, 36%. 13% de la production électrique a été faite par les centrales thermiques dont les performances ont connu une légère hausse de 0,9%. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24. Merci à vous, Nadège Sani, pour la présentation et une fois encore, joyeux anniversaire. Quelque chose est prévu pour nous, pour cette soirée-ci? C'est pas affaire de sourire, hein? Mais heureuse d'annoncer, vous n'êtes pas sérieuse. Au cours de la journée, nous avons déjà coupé le gâteau. Que voulez-vous encore, heureuse d'annoncer? Ma chérie, c'est jamais suffisant. L'être humain est de façon naturelle insatisfait. Mais voilà. Mais quand même, merci pour le gâteau déjà coupé. Mais je ne refuserai pas une invitation de votre part juste après le grand rendez-vous. Donc ça se retourne contre moi, quoi. Ok, on va se retrouver tout à l'heure. Je vous le promets. Merci à vous. Alors, bonne soirée. Merci, mesdames et messieurs. On va poursuivre le grand rendez-vous, le dernier plateau. Autant savoir. On a commencé par en parler depuis hier. L'invité Epiphane Yelomé, secrétaire général de la Croix-Rouge, était sur le plateau hier. Il revient aujourd'hui pour nous parler maintenant du volontariat. Comment susciter le volontariat? Il va aborder le sujet avec nous, mais d'abord, voici ce commentaire sur image réalisé par Fulgencia Rontondi à cet effet. Son nom, c'est Henri Dunant. Il est le fondateur du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours d'un voyage d'affaires, il a été témoin d'une terrible bataille dans le nord de l'Italie. Il a donc mobilisé les femmes pour assister les blessés. C'est ainsi qu'a vu le jour la Croix-Rouge en 1864.
Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. La Croix-Rouge, le Cristal Rouge et le Croissant Rouge sont des emblèmes protégés légalement par les États signataires de la Convention de Genève. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est le plus vaste réseau humanitaire de volontaires au monde. Un programme de relèvement et de développement à long terme est prévu pour 85 millions de personnes touchées par des catastrophes, des urgences sanitaires et des crises. En dépit du danger, la Croix-Rouge est présente dans plus de 90 pays. Elle reste fidèle aux principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Les bénévoles sont au cœur de la mission de la Croix-Rouge. Ils investissent leur temps et leur énergie au service du social. Les volontaires sont prêts à promouvoir les valeurs de l'organisation pour bâtir une culture de non-violence et de paix. Ils s'engagent à sauver des vies et à changer la mentalité face aux catastrophes et de réduire les inégalités. La Croix-Rouge offre aux bénévoles la formation et la pratique en matière de premiers secours et de sécurité routière pour venir en aide aux populations en cas de catastrophe ou autres sinistres. Voilà, merci à vous, Fulgine Siaroutondi. Après avoir suivi ce commentaire sur image, on se dit que tout est dit sur, je dirais, cette institution-là. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Je me porte aussi très bien. Ok. Nous sommes avec... le secrétaire général de la Croix-Rouge. Les gens de la Croix-Rouge, oui. Ou les hommes de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Je fais les gens de la Croix-Rouge. Si vous dites les hommes, les femmes vont dire bon. Vous avez raison. Il y aura des discriminations. Ça. Oui. Alors, monsieur Epiphanie Lomé, merci d'être avec nous ce soir. Et tout le plaisir est à moi et à mon institution. Le plaisir est partagé. Vous êtes, comme elle le dit tantôt, le secrétaire général de la Croix-Rouge. Oui. Et on va parler, vous l'aviez dit tantôt, les volontaires sont au cœur de l'action humanitaire au niveau de cette institution-là. Oui. Mais comment on devient un volontaire de la Croix-Rouge? On va aborder tout ça. Tout à fait. Je retourne déjà la question à M. Yelomé. Les volontaires, c'est d'abord, comme le mot le dit, volonté. Mais c'est toute personne qui est sensibilisée par les actions de la Croix-Rouge et qui y adhère. Okay. Et en y adhérant, le sens est tout autre, parce que c'est celui-là qui, en dehors de ses occupations professionnelles, donne un peu de son temps au service de la Croix-Rouge au profit des personnes cibles, donc les bénéficiaires. Donc le volontaire, il a sa profession, il a son job, mais à temps partiel, il décide de se mettre à la disposition de la Croix-Rouge pour travailler. Et vous avez entendu dans le documentaire, on a parlé de volontaires et de bénévoles. Oui. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes personnes? C'est les mêmes personnes. Okay. Bénévoles et volontaires, oui. C'est selon les appellations par pays. En France, ils les appellent bénévoles, mais nous, on les appelle volontaires. Mais dans le mouvement international de la Croix-Rouge, tous ceux-là sont appelés volontaires, les volontaires de la Croix-Rouge. Pourquoi le mot volontaire et bénévole? Parce que, pour ne pas faire des abus, quand on dit bénévole, c'est quelqu'un qui fait et qui n'a aucun intérêt à apprendre. Voilà, raison pour laquelle le volontaire... Oui. Il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Le volontaire ou le bénévole? Le volontaire. C'est-à-dire, quand on prend le mot volontaire, c'est quelqu'un qui se donne. Je prends par exemple un médecin qui vient travailler comme volontaire à la Croix-Rouge. Et il n'aura pas la même rémunération dans sa profession qu'à la Croix-Rouge. On lui donnera quelque chose seulement pour lui permettre de poser l'action. Par exemple, il doit quitter chez lui pour arriver. Il faut un déplacement. Alors, si on ne prend pas la chose comme ça, on dit bénévole, on peut même ne pas donner le déplacement
à l'intéressé. D'accord. Le volontaire, c'est toute une politique qui est derrière ça pour le motiver et le rendre fidèle. Donc, la fidélisation. Alors, au début, on parlait de bénévoles, mais on a évolué dans la session et finalement, on parle de volontaire. Dans les 7 principes fondamentaux, avant, ce n'était pas volontariat, c'était caractère bénévole. Mais à une de nos conférences, on a dit non, il le faut. C'est sur le plan international, il faut enlever le caractère bénévole et mettre le volontariat. Peut-être parce que vous n'avez pas ressenti l'engagement réellement au niveau de ces bénévoles-là, vu qu'il n'y a pas une motivation. Il faut dire que c'est à cause des abus. Il y a des abus parce que des responsables disent, bon, tu es bénévole, bon, alors pourquoi si tu demandes qu'on te donne les déplacements, tu es bénévole, pourquoi tu veux manger? Mais la personne est là depuis le matin jusqu'au soir, et parce qu'il est bénévole, on ne lui donne rien. Voilà. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le volontaire aujourd'hui a l'argent? Vous lui donnez quelque chose? Non, il n'a pas l'argent. Mais, il paraît que quand on est volontaire, on est encore même plus à l'aise que certains salariés du Bénin. Je vais vous donner un exemple, le cas du Bénin. Vous arrivez à la Croix où vous travaillez du matin jusqu'au soir, vous avez 3 000. Du matin jusqu'au soir. Vous avez 3 000. Bon, c'est juste pour le déplacement. Oui, c'est pour le déplacement et pour pouvoir prendre un sandwich. Alors, dites-nous aujourd'hui, que fait la Croix-Rouge pour susciter l'envie de l'action humanitaire chez les jeunes? Oui, d'abord, quand vous faites volontaire, la Croix-Rouge s'engage à vous donner toute la formation pour vous rendre capable à mener l'action. Et la formation qu'on vous donne n'est pas seulement pour les autres, c'est d'abord pour vous-même. Être secouriste, c'est savoir se donner à soi-même des secours, avant de donner aux autres. Et ça, c'est un avantage. Et nous avons, nous avons même donné à un moment donné le slogan « Un volontaire par famille », parce que c'est un gain pour la famille, que lorsque quelque chose se passe ponctuellement, le volontaire secouriste soit à même d'intervenir. Et le secourisme, au fait, c'est le premier maillon de la chaîne de santé. Si vous ratez le secourisme, vous allez perdre beaucoup de vies. Je donne un exemple, quelqu'un qui tombe, il a une blessure, une ouverture de la peau, le sang sort. Le secourisme est là pour arrêter l'écoulement du sang, ce qui permettra à l'arrivée à l'hôpital des chances de suivi pour l'intéressé. Mais 15 minutes, 30 minutes d'écoulement, d'une hémorragie, ça peut déjà faire partie de la personne. Donc, le secourisme, c'est le premier maillon de la chaîne de santé, avec lequel tout le monde doit pouvoir compter. Même le plus grand chirurgien, s'il a un bon secouriste à côté, il est content. Donc les volontaires sont beaucoup plus des secouristes. Des secouristes. Et vous offrez aussi des formations pour eux? Oui, les volontaires sont avant tout des secouristes. Secouriste, c'est quoi? J'ai soif, tu me donnes, tu es là pour me donner de l'eau. Tu m'as secouru. Donc ce n'est pas nécessairement beaucoup de techniques. Donc c'est celui-là qui est prêt à vous donner une assistance qui vous soulage. C'est ça le secouriste. Et du coup, tout volontaire de la Croix-Rouge est secouriste. Mais est-ce que vous attendez nécessairement le 8 mai pour faire parler de vous? Non, je le disais tantôt hier, lorsque la Croix-Rouge, d'abord, il fait un plan d'action qui couvre des années ou des périodes. Et par rapport à ça, on planifie selon les problèmes de la communauté. Et je vous ai dit, actuellement, nous nous engageons dans la stratégie de réduction des risques. Ce qui veut dire qu'on analyse tous les risques de la communauté et on regarde ce qui peut être la cause et agir là-dessus pour que cela n'arrive pas. Ou si ça arrivait, ça n'est pas la même méchanceté. Mais est-ce que vous avez autant de volontaires pour toutes vos actions au Bénin? On n'en a pas encore assez, mais on a 12 000. 12 000. Oui, mais ce n'est pas encore assez, parce que nous sommes dans les 77 communes. Et si vous divisez les 12 000, ça fait environ 200 par commune. Vous pensez qu'il faut 200 secouristes pour 200 volontaires pour Cotonou? C'est très peu. Cotonou seul en a déjà 3 000. Cotonou seul en a déjà 3 000. Donc, on a encore à faire pour que les autres communes qui n'en ont pas jusqu'à 100 puissent l'avoir. Bon, peut-être que les jeunes n'ont pas l'information. Voilà, c'est ce que moi-même je me dis. S'il y a un problème de sensibilisation, pourquoi pas?
Oui, mais c'est pour ça que je suis devant vous. Effectivement. C'est ouvert à tout le monde. La Croix-Rouge n'est pas un cercle fermé. Ce n'est pas un groupe religieux. C'est une association de personnes de bonne volonté ayant le souci de prévenir et d'alléger les souffrances aux humains. Et quels sont les critères pour être volontaire chez la Croix-Rouge? Dès que vous êtes sensibilisé par l'action, vous arrivez, dans chaque commune, il y a un comité local. Vous allez là et vous donnez votre accord d'adhésion et vous donnez 2 photos pour qu'on fasse la carte. Et vous payez 1000 francs chaque année. Il y a des avantages? Les avantages, c'est qu'on pour te le forme. volontaire? Le premier avantage du volontaire, c'est qu'il est formé. Ok. Il est formé pour agir, puisque c'est pour ça qu'il est arrivé. Oui. Donc, on lui donne le maximum de formation. Et aujourd'hui, beaucoup d'humanitaires sont friands des volontaires de la Croix-Rouge. Parce qu'ils savent qu'ils sont formés. Ce sont là des sports Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui ont peur, parce que vous parlez là de risques, catastrophes. Mais c'est mettre sa vie en danger. La meilleure manière d'être en sécurité, c'est de connaître les risques et de pouvoir y agir. Si vous savez qu'allumer une bûchette à côté de l'essence, ça va s'enflammer, c'est un risque que vous connaissez. Donc vous n'allez pas mettre l'allumette à côté de l'essence. Mais je ne vais pas oublier, nous sommes le 8 mai et nous avons beaucoup de manifestations. Et on va lancer une quinzaine d'appels de fonds parce que les besoins sont immenses. Mais les besoins, les moyens n'existent pas. Alors chaque année, nous avons une quinzaine pour demander aux bonnes volontés soit de se joindre à nous pour faire plus Croix-Rouge, ou bien de nous donner des moyens, des moyens, parce qu'actuellement nous sommes dans le domaine de la malnutrition, dans le domaine de la prévention des risques liés au péril hydrofécal, tout ça. Donc l'appel est lancé, que les bonnes volontés accompagnent, voilà. Monsieur Yelame, merci à vous. Merci également. Oui, on va se dire à lundi prochain. À lundi prochain pour autant savoir. Autant savoir. Sinon, je reviens vendredi pour voter au pluriel. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout. L'émission tire à sa fin, mais on ne va pas clôturer sans ActuWeb. Adonis Bon est là déjà. Il a quelques informations pour nous, calquées sur la toile. ActuWeb, c'est tout de suite. Nous sommes avec Adonis Bon. Comment allez-vous, monsieur Bon? Je vais très très bien. J'aurais préféré voir un Assium à ma droite parce que ça allait bien marcher. Et pourquoi? Parce que vous voulez parler de la Ligue des Champions. En plus, vous portez même la couleur rouge. La Red Mondada. Liverpool en personne. Liverpool, ouais. Mais moi-même, je suis très fan du foot. Oui, vous êtes de quelle équipe? Ah ben, c'est le Real. Mais le Real avec Cristiano, mais là, je suis beaucoup plus Juventus. Voilà, en fait, ce sont des fans dont on parle ça. C'est-à-dire, ils ne sont pas fans d'une équipe, mais ils sont fans d'un joueur. Quand le joueur quitte un club, il change de club, non. Non, mais comme le dirait l'autre, je ne vais pas appeler son nom ici, il dit... Il aime bien Cristiano, mais ce n'est pas une raison pour aller supporter Juventus. Il est toujours madrilène. Bon, merci à vous quand même pour... Je fais une pensée spéciale à Assiom Gaba, mais bon, on reviendra sur ça. Oui, parce que là, franchement, ça, ce sont les gars de Barcelone, ça. Très chaud. Mais on a assisté hier à une remontada, comme vous le dites, sur le Barcelona qui s'écroule en demi-finale. Ah oui, heureuse d'annoncer, nous serons fouteux. Fouteux pour ce début de rubrique. Messi n'a rien trouvé à faire sur le terrain. C'était une soirée de foot exceptionnelle. En demi-finale, retour de la Ligue des Champions, le club anglais, Liverpool, a descendu le club espagnol Barcelona. Comme vous l'avez déjà soufflé le mot, on parle de Red Mondada. Red pour rouge, comme vous avez dit en rouge. 4-0. Le FC Barcelone s'est incliné 0-4 en fil contre Liverpool. C'est terrible. Ouais. Les Catalans sont donc éliminés après avoir pourtant remporté à l'aller 3-0. Comme quoi, il ne faut jamais vendre la peau de loup sans l'avoir tué. C'est donc forcément très décevant pour les Espagnols et les Catalans qui pensaient déjà avoir un pied en demi-finale de la C1 après le match aller. C'est ce qu'on peut dire. Ce qu'on a rapporté d'abord, la presse espagnole, quand on prend juste Marca, c'est un échec historique. Historique. Oui. Et je sais que ceux du Real seront très contents. AS, l'autre journal matinal en Espagne répond tonnerre à Anfield. Rythmé, c'est l'habitude qui convient le mieux pour définir ce début de match qui a eu lieu entre les Anglais et Espagnols. Privés de Salah et de Firmino, les Reds ont pressé à Jordi Alba et ses coéquipiers dès l'entrée de jeu par Divock Origi, qui a réalisé un doublé, de même que Georgino Wijnaldum
aussi doublé. Et voilà Messi tout malheureux. Merci. Et les voilà, les gagnants. Ouais. Après ce match, nous avons eu les commentaires. Nous commençons d'abord par Chino Cedro. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs citations bibliques sur la toile. Soyez en alerte. Ce sont les fans du FC Barcelone qui sont devenus des pasteurs. Pas de repos pour le mécréant. Assommez-les. Hubin, Divock Origi, Kenya et Georgie Weah-Buhari, Ghana ont mis le Barça à terre. L'Afrique reste et demeure le berceau de l'humanité. Tout est jamais. Diego Gracias Kindoho, les commentateurs sportifs catalans. Mechi. C'était il y a une semaine au camp nous. Ils ne l'ont pas vu hier en feed. Ils le cherchent encore. Et quand je parlais même de celui qui aime bien Cristiano mais qui n'ira pas supporter, je parlais de lui en fait. Merci Atiane. Je viens de me réveiller de super bonne humeur. Tout cela à cause de la défaite de la racaille barcelonaise. La dernière fois que j'avais autant bien dormi, le Real gagnait bien son 3e titre consécutif. Eh bien, nous allons parler de cette anecdote de Arturo Vidal, qui interviewé avant le match retour. Le journaliste a demandé est-ce que Liverpool pourrait faire une remontée. Vidal dit qu'il dominerait un de son testicule gauche à Liverpool s'il se qualifiait et la droite pour les fans du Real de Madrid. On espère aujourd'hui qu'il les a déjà donnés. Franchement, moi j'attends ça. Je veux bien voir. Parce que c'est sûr qu'il ne va pas s'attendre à ce résultat, raison pour laquelle il s'est avancé. En fait, déjà avec ce 3-0 à l'aller, les gens déjà avaient vendu déjà, mais Liverpool l'a monté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vendre la peau de loup sans la voiture. C'est vrai. En prenant toujours le commentaire de Sofiane. J'ai reçu plein de messages de félicitations hier soir sur Insta, Twitter, WhatsApp. Ça me fume, les gens veulent fêter avec moi l'élimination du Barça, comme si c'était mon mariage. C'était fabuleux, vive le football. Voilà. C'était vraiment fabuleux. Partout, quand vous prenez rien que Cotonou, c'est des attroupements partout, tout le monde le suit. Et là, mais j'ai compris que beaucoup aiment bien Messi, mais beaucoup préfèrent d'autres joueurs que Messi. J'ai même lu un commentaire hier qui disait à Kadiaon, les militaires et les manifestants ont regardé le match ensemble. Mais voilà, le football, franchement, c'est autre chose. Ça réunit tout le monde et puis on tait tout ce qu'il y a comme problème, comme souci. Alors, une autre information. Néanmoins, Assiom Gaba, du courage. Malheureusement, il n'est pas sur ce plateau. C'est pas grave, il va nous écouter, il va nous voir. Et ils sont bien nombreux. Je parle même de Joël le Diffère. Oh non, mon Dieu. Alors, on va s'arrêter déjà là pour ce sujet. Il y a l'autre, on parle du nucléaire. L'Iran suspend des engagements et lance un ultimatum. Oui, un an après la décision des États-Unis de se retirer de l'accord signé à Vienne en 2015 par rapport à l'eau nucléaire, l'Iran a décidé de ne plus appliquer certains de ses engagements dans ce d'accord. Il va limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Comme il s'était engagé dans l'accord, il devait limiter l'enrichissement uranium. Mais depuis hier, il a prévenu que certains de ses engagements, il va les limiter, il ne va plus les prendre. La décision aussi a été notifiée en matinée à Téhéran aux ambassadeurs des pays encore signataires de cet accord. Il y a l'Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, la Russie. C'est ça un peu l'information. L'Iran dit qu'il a fait preuve de patience jusque-là, mais la République islamique juge désormais approprié de cesser d'appliquer certains de ses engagements de mesures volontaires qu'elle a pris lors de cet accord. Là, c'est bien compliqué. L'autre information encore plus compliquée, on parle encore de crash. Oui, on en avait évoqué le lundi, où on avait dit qu'il y avait une enquête qui serait ouverte. 2 jours, disons 48 heures après ce crash, qui a fait 48 morts dimanche à Moscou, les enquêtes préliminaires font état des erreurs du pilote. Oui. C'est à cause des erreurs de pilotage. Oui, des erreurs de pilotage. Qui a eu le crash. Oui, plusieurs erreurs de pilotage sont privilégiées, mais on attend réellement les résultats de l'enquête définitive pour voir si tu... La première erreur de pilote a été décollée en face de l'orage. Oui. Puis alors que la situation était compliquée, mais loin d'être catastrophique, ils auraient atterri au lieu de brûler le kérosène. Ça, c'est encore l'une de la seconde erreur. Expliquer le matin, un quotidien de la place. Selon le journal, les pilotes ont atterri avec une très grande vitesse en raison du quoi le contact avec les roues avec la piste a créé une étincelle qui a enflammé le reste. Le quotidien précise pour sa part qu'ils n'ont pas éteint, juste après l'atterrissage, ils n'ont pas éteint les moteurs.
Et ils ont aussi apporté de l'oxygène en ouvrant un des hublots du cockpit. Ce ne sont pas des expérimentés. Voilà, beaucoup d'erreurs. En fait, dans cette situation, vous arrivez à faire certaines choses qui vous déboussolent. Donc. Mon Dieu. Alors là, bon, il y a une information. La dernière information sur cela, c'est que l'aéroport de Sheremetyevo a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête après la diffusion de la vidéo dans laquelle des employés ont été entendus en train de rire après le crash. Pendant le crash, oui. Ils seront punis de la façon la plus sévère possible. Ça, c'est clair, parce qu'il y a eu des morts quand même. Comme le dirait l'autre, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Mais on a commencé par une bonne nouvelle pour moi, qui supportait Liverpool. Eh oui, en Isère, 15 moutons inscrits à l'école pour éviter une fermeture de classe. Oui. Qu'est-ce que les moutons Dans l'Isère, 15 moutons se sont retrouvés inscrits dans une école primaire. C'est un geste symbolique pour protester contre la fermeture possible de l'établissement. En effet, suite à une baisse des élèves, de 266 élèves, c'est passé à 261 élèves, le comité des étudiants, syndicat des parents d'élèves, a voulu protester contre la fermeture parce qu'il y a un nombre minimal d'enfants à avoir dans certaines classes. Donc un éleveur des environs est entré dans l'école avec une cinquantaine de moutons, son chien et 15 parmi les 50 moutons avaient des certificats de naissance à l'appui. Donc ils ont été inscrits dans la classe pour empêcher la fermeture de cette classe. De cette classe-là, mais dis donc, Voilà, avec cela, on ne devrait pas avoir de fermeture, sourit Gaël Leval, qui reconnaît avoir voulu jouer sur l'humour pour mobiliser les gens, éviter un gâchis dans cette école où la mairie a beaucoup investi ces dernières années. C'est ça. Utiliser l'humour pour inciter les gens à s'investir, à s'intéresser à la chose. À la chose éducative. Franchement, merci à vous pour toutes ces informations, Adonis. Ça fait à vendredi? À vendredi. À vendredi, je suis encore avec moi, et bien dommage. C'est pas grave. je vous ferai une Adonis Montada. Adonis Montada Tao. Alors, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous de ce 8 mai 2019. À présent, je vous invite à suivre en rappel les prévisions météorologiques. Nous remercions une fois encore tous ceux qui nous ont suivis depuis Ndali et un peu partout dans le monde. Nous remercions également Bernold Djogbe, nous remercions Arnaud Tosset et le réalisateur, Monsieur Ulrich Akpovo. Je pense également à ma chef d'édition, Jennifer Sativi. Merci pour la coordination. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.